Dimanche 8 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, je suis très content pour ce énième numéro du Forum international. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer avec des très belles analyses, surtout avec des invités, des marques qui parfois défilent à cette émission pour vous apporter des bonnes analyses. Alors, avant que nous puissions évoluer, avancer avec vous, il faut savoir que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui ne peut pas vivre en autarcie. C'est un État qui est appelé à vivre ensemble avec les autres États. Mais en dehors des États, il y a aussi des organismes internationaux. Mais surtout, il ne faut jamais oublier que le monde, à un certain moment, a connu la bipolarité. Et depuis la chute de l'Union soviétique, les États-Unis restent juste à ce moment le seul leader qui veut diriger le monde. Alors, pour ce énième numéro du Forum international, nous allons analyser, parler des élections au niveau des États-Unis d'Amérique. Nous allons aussi parler du bilan. Quel est le bilan qu'il faut donner à l'ONU, puisque le mois d'octobre était le mois dédié à la création de l'ONU. Je crois qu'il est l'ONU totalise aujourd'hui 75 ans d'existence. Et en dehors de ça, quelle est je peux dire, cette coopération bilatérale entre cette grande organisation et la République démocratique du Congo? Quels sont les bénéfices, les avantages, et ainsi de suite. Les assises de Brazzaville, le chef de l'État s'est déplacé, il était à Brazzaville durant toute une semaine. Et enfin, nous allons parler de ces mandats que la République démocratique du Congo va occuper d'ici l'an 2020, l'Union africaine. Et on va finir avec les consultations en un mot, 2 ou 3 mots peut-être. Ce sont là le menu de ces énième numéro des forums internationaux. Mais avant tout, du côté de la régie, le mesure barrière, c'est parti. Chers compatriotes, le monde dans lequel nous vivons est atteint du Covid-19, une maladie réelle et sérieusement mortelle. Pour lutter contre cette pandémie, protégeons-nous en observant les mesures d'hygiène éditées par l'OMS. Se laver correctement et fréquemment les mains avec du savon ou un désinfectant. Éviter de serrer la main ou de faire la bise pour se saluer. Tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir qui sera jeté immédiatement dans la poubelle. Éviter de se toucher le visage, les nez, les yeux et la bouche. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les gens présentant les symptômes. Enfin, gardons une attitude de prière pour que Dieu nous vienne en aide face à ces fléaux mortels. Que Dieu protège l'humanité tout entière. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et pour analyser toutes ces questions, j'ai l'honneur de recevoir pour vous M. Jean-Benoît Kabongo. Il est internationaliste, chercheur, enseignant à l'Université libre de Kinshasa. Ensemble avec lui, nous allons évoluer pour ce énième numéro de Forum international. Mais surtout, si vous n'avez pas le temps de nous suivre jusqu'à la fin sur votre chaîne Insigne Télévision, il y a possibilité d'aller sur YouTube, vous tapez Forum international ou bien Jean-Serge Mwanda, il y a possibilité de nous retrouver là-bas et vous pouvez suivre l'intégralité de toutes nos émissions. Monsieur Jean-Benoît Kabongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Serge. Comment allez-vous? Oui, on est bien portant et on est surtout très heureux de nous retrouver une fois de plus ce soir sur ce plateau d'Insigne Télévision afin de pouvoir débattre de questions internationales. Merci. Alors, d'entrée des jeux, le monde entier, les yeux de plusieurs États, chefs d'État, organismes internationaux sont braqués vers les États-Unis d'Amérique. Vous êtes un internationaliste, enseignant, chercheur
vous avez suivi dès le début de la campagne jusqu'aux élections et maintenant c'est le dépouillement. Vous pouvez placer un mot concernant les élections aux États-Unis d'Amérique. D'abord, je voudrais présenter mes félicitations au 46e président des États-Unis, Joe Biden, qui vient d'être confirmé officiellement 46e président des États-Unis, après qu'il ait remporté la Pennsylvanie, qui totalise maintenant 284 grands électeurs. Je lui présente mes sincères félicitations. Je crois que ceci va amener à un changement fondamental dans la gestion des affaires du monde. D'autant plus que l'avènement de Trump a amené une politique étrangère des États-Unis. On a eu l'impression que les États-Unis étaient en train de se replier sur eux-mêmes, de faire un retrait des affaires du monde. Donc l'Amérique a perdu un peu son leadership dans le monde avec l'idée de Trump selon laquelle il devait s'intéresser d'abord aux États-Unis d'Amérique ou America First. Donc c'est une bonne chose. Il y a un auteur qui a écrit Le monde malade des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas fonctionner sans les États-Unis d'Amérique. Le monde qui est devenu un système beaucoup plus interdépendant. Sans les États-Unis d'Amérique, ce système serait sans dessus, sans dessous. Donc l'élection de Biden annonce donc le retour sur la scène internationale des États-Unis d'Amérique. Alors, si on peut faire marche en arrière, Joe Biden était le vice-président de l'ancien président Barack Obama. Et la politique étrangère de Barack Obama était centrée sur le multilatéralisme. Tout à fait. Et Donald Trump, qui est arrivé, il était plus centré sur l'unilatéralisme. Joe Biden, quand il arrive, est-ce qu'il va se référer, il va continuer avec la politique étrangère prônée par Donald Trump sur le principe de la continuité, ou alors il y aura rupture pour revenir avec la politique étrangère que Barack Obama prônait à son temps? Oui, je dois souligner que Joe Biden, avant d'être vice-président d'Obama, a dirigé pendant plusieurs années la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis. Et comme vice-président d'Obama, Joe Biden faisait partie de la petite équipe à la Maison-Blanche qui définissait la politique étrangère des États-Unis. Donc, je crois que l'avènement de Joe Biden sera la continuité de la politique étrangère amorcée par Barack Obama. Vous l'avez dit, il était beaucoup plus centré sur le multilatéralisme, qui veut dire, pour nos téléspectateurs ou ceux qui ne comprennent pas les néologismes des relations internationales, le multilatéralisme veut tout simplement dire la gestion collégiale des affaires du monde. C'est-à-dire que un État ne se lève pas un matin et décide seul de ce que doit devenir ou de ce que de quelle manière doivent être traitées certaines questions internationales. Donc sur des questions internationales qui sont beaucoup plus d'intérêt commun, les États se mettent ensemble dans le cadre des organisations internationales et définissent la ligne de conduite à prendre. C'est cela le multilatéralisme, une gestion collégiale des affaires du monde. Donc je crois que l'avènement de Biden annonce une continuité de la politique étrangère de Barack Obama. Et si il faut prendre quelques points rapidement, vous pensez que les États-Unis vont normaliser les commerces avec la Chine, la coopération avec la Chine et aussi quoi ça, le pays, permettez-moi, pas la Syrie, il y a, à côté de la Syrie,
il y a l'Israël, donc le Moyen-Orient, la politique étrangère qui va placer au niveau du Moyen-Orient, à ne pas oublier qu'il y a eu un traité qui permettait à l'État m'échappe d'avoir l'enrichissement nucléaire. L'enrichissement nucléaire, oui. Le traité de non-prolifération nucléaire. Oui, voilà. Alors, vous pensez que, puisque Donald Trump avait dit que ce traité-là, Obama avait signé ça pour permettre à cet État-là d'utiliser ces programmes, il a dit pour lui que c'était mal négocié et qu'il a interrompu à cet État de continuer avec les programmes nucléaires. Vous pensez que Joe Biden, en revenant, il va remettre cela sur la table et permettre à cet État de continuer avec l'enrichissement? Bon, je voudrais d'abord commencer par la Chine, parce que vous avez évoqué la Chine. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que ce soit l'administration démocrate ou que ce soit l'administration républicaine de Trump, la Chine représente, ou plutôt la montée de la Chine, représente toujours une menace pour les États-Unis. Que ce soit pour Obama, ou que ce soit pour Biden, ou que ce soit pour Donald Trump. Mais peut-être c'est la manière de pouvoir affronter cette montée de la Chine que ces deux administrations diffèrent. Donc, pour Trump, il fallait casser cette montée par toutes sortes de mesures. Vous avez vu, il a pris des mesures de rétorsion contre la Chine, notamment sur le plan du commerce international. Il a pris toutes sortes de mesures. Donc, Trump allait dans des mesures un peu brutales vis-à-vis de la Chine. Pendant que l'administration Obama, qui va servir peut-être de cadre pour Joe Biden, préférait adopter ce que Hillary Clinton avait utilisé comme méthode, la Smart Power. C'est-à-dire une méthode qui mêle le soft power avec le hard power. C'est-à-dire, ça mélangeait un peu la politique coercitive que Trump a utilisée contre la Chine avec une politique d'influence que Obama essayait d'utiliser envers la Chine. Donc, on pourra peut-être revenir à cette manière de faire vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire en adoptant la Smart Power. Maintenant, concernant le nucléaire iranien, il y a un accord qui avait été signé. Je voudrais corriger. Cet accord ne permettait pas à l'Iran de pouvoir développer l'arme nucléaire. L'accord ordonnait aux Iraniens de pouvoir transférer leur matériel nucléaire en Russie et de ne pouvoir développer que le nucléaire pour usage civil. Je crois que c'était un accord qui avait servi à pacifier les relations entre les États-Unis et l'Iran. Trump, en venant, il a brisé cet accord et en rompant cet accord, il y a eu la reprise des politiques de puissance dans la sous-région. La reprise de la politique de puissance dans la sous-région avec l'Iran qui essaye de se relancer pour devenir ou exercer le leadership sous-régional, mais avec à côté l'Arabie Saoudite qui essaye d'empêcher la montée de l'Iran avec le soutien des États-Unis d'Amérique. Et vous avez vu que cela a entraîné une situation de non-paix dans la sous-région avec la guerre au Yémen, avec la guerre en Syrie qui n'en finit pas. Et pourtant, si la politique d'Obama ou cet accord avec les Iraniens avait été renforcé par l'administration Trump, il y avait moyen de pouvoir gérer la situation dans le Proche-Orient d'une manière pacifique ou par des méthodes, disons, par des moyens diplomatiques. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il est totalement difficile de pouvoir gérer cette sous-région à cause de la politique adoptée par Donald Trump.
Alors, on ne va pas aller en profondeur à cette question, parce qu'il y a plusieurs questions, je crois 5, que nous devrions analyser sur ce plateau. Mais on ne peut pas terminer cette question sans pourtant parler de la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a changement au sommet de l'État. Vous pensez qu'il y a des langues qui aujourd'hui en RDC pensent que pour l'ambassadeur qui est des États-Unis en RDC, qui est d'autant plus qualifié, le plus proche de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, pense que puisqu'il y a changement à la tête, Hammer sera aussi remplacé et peut-être il y aura une autre politique, une autre coopération qui va s'installer entre la RDC et les États-Unis. Vous êtes chercheur, vous êtes scientifique, comment prévoyez-vous cela? Bon, je ne pense pas que la politique étrangère des États-Unis en République démocratique du Congo va connaître de grands changements. D'abord, la politique étrangère des États-Unis en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas définie à la Maison-Blanche. La politique étrangère des États-Unis en Afrique est beaucoup plus définie au département d'État et au Sénat américain. Donc, le changement à la Maison-Blanche n'apportera pas vraiment de grands changements ici en RDC, dans la manière de la conduite de la politique étrangère des États-Unis en RDC. Il n'y aura pas de grands changements. Et pour ce qui est de l'ambassadeur Hammer, beaucoup l'ignorent peut-être, mais l'ambassadeur Hammer a travaillé avec Joe Biden avant d'être nommé ambassadeur ici en RDC. Il a travaillé avec Joe Biden, il a travaillé dans l'administration Obama, il était conseiller ou assistant du conseiller spécial, plutôt, ils n'ont pas un conseiller spécial, ils ont le conseiller à la sécurité nationale chez eux. Donc, Hammer a travaillé là-bas, il a travaillé, ils se connaissent bien avec Biden, il est de l'équipe. Et je ne crois pas que le changement des ambassadeurs s'est fait aussi de cette façon-là, d'une manière brutale, où celui qui vient à la Maison-Blanche directement, il change des ambassadeurs. Même s'il arrivait que l'ambassadeur Hammer soit changé, ça n'annulera pas le développement qui est connu par les relations américano-congolaises. Aujourd'hui, nous avons avec les États-Unis, non pas avec l'administration Trump, mais avec les États-Unis, un accord de coopération militaire. Nous avons avec les États-Unis un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Donc, ce sont des instruments qui font que, peut-être, contrairement à ce que les gens pensent, ces relations américano-congolaises vont peut-être s'accélérer sous Biden. Alors, on va prendre le deuxième volet pour ce énième numéro, pour ce numéro des forums internationaux. Nous sommes, je crois, au 75e année depuis que l'ONU a été créée et le mois d'octobre a été célébré avec faste partout dans le monde. Ici chez nous en RDC, les internationalistes n'étaient pas prêts, surtout, je ne sais pas pourquoi, et on a fait violence de vous avoir sur ce plateau. Pour vous, s'il ne faudrait pas aller en profondeur parce qu'il y a d'autres thématiques que nous allons aussi développer, que représente l'ONU, quels sont les objectifs et la coopération entre l'ONU et la RDC? Les Nations Unies ont été créées en 1945, c'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les Nations Unies ont été créées avec pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce sont là les deux objectifs qui ont été assignés aux Nations Unies. Aujourd'hui, 75 ans après, pouvons-nous affirmer que les Nations Unies ont réussi leur mission ou leurs objectifs, ou les Nations Unies ont échoué dans leurs objectifs? Je crois que on doit être très mesuré dans ce bilan. Parce que l'idée derrière la création de l'ONU, c'était d'empêcher la survenue d'une
guerre aussi dévastatrice que la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que depuis la création de l'ONU, une telle catastrophe ne s'est jamais reproduite dans le monde. Donc sur ce plan-là, on peut dire que l'ONU a réussi dans cet objectif. On connaît qu'il y a un peu de conflits, mais ce sont des conflits localisés qui ne sont pas du tout internationalisés. Ce sont des conflits localisés que nous appelons en relations internationales des conflits de basse intensité. Donc, le mécanisme des Nations Unies a permis à pouvoir gérer des conflits qui auraient dû dégénérer en un conflit mondial. Mais nous devons aussi reconnaître que l'action des Nations Unies a été plombée par le jeu de puissance, notamment pendant la bipolarité. La bipolarité n'a pas permis à ce que l'ONU puisse exercer convenablement sa mission. Et les deux superpuissances ont essayé de supplanter l'Organisation des Nations Unies dans la mission qui était la sienne. Mais à la fin de la guerre froide, et on a quand même vu l'ONU pour la première fois appliquer ce pourquoi elle a été mise en place, notamment dans la guerre en Irak. On a vu une résolution être votée et ne pas être bloquée par le système de veto au Conseil de sécurité. Et cette résolution a permis la mise en place d'une force internationale amenée par les États-Unis qui est allée reconquérir le Koweït qui avait été envahi par l'Irak. Ainsi de suite. Mais l'action de l'ONU est beaucoup plus plombée par plusieurs avancées et plusieurs modifications du système international qui ne permettent plus à l'Organisation des Nations Unies de pouvoir assumer convenablement ses missions. Au point qu'aujourd'hui, plusieurs personnes en appellent à des réformes structurelles au sein des Nations Unies afin de pouvoir permettre à l'organisation de pouvoir exercer sa mission convenablement. Et l'ONU avec la RDC, il y a une coopération. Est-ce que cette coopération est au bon port ou alors qu'est-ce qu'il faut? Entre l'ONU et la RDC, il y a une très longue histoire. Vous vous souviendrez, depuis 1960, les forces des Nations Unies, on venait à peine d'avoir notre indépendance. Les forces des Nations Unies sont intervenues ici afin de pouvoir aider la République démocratique du Congo à faire face à des guerres de sécession qui étaient en train de se déclarer un peu partout dans le pays. Et vous savez que l'Organisation des Nations Unies a même perdu l'un de ses secrétaires généraux ici en République démocratique du Congo, qui essayait de gérer le conflit en République démocratique du Congo. Donc, entre la RDC et les Nations Unies, c'est une longue histoire. Et plus près de nous, vous avez la mission des Nations Unies qui est ici, une mission de maintien de la paix, forte de plus de 15 000 hommes et qui dépense environ $1 milliard par an pour son fonctionnement. Donc, ce qui signifie que les liens entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo sont tout à fait bons. Mesdames et messieurs, toutes les questions des politiques internationales qui concernent la République démocratique du Congo, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un internationaliste, scientifique et chercheur, DGAI de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et d'études stratégiques. Il s'agit de M. Jean-Benoît Kabungo. Vous comprenez que, comme je l'avais dit la fois passée, il est devenu un peu rare depuis que les cours ont repris et à la hâte au niveau de l'université. Ce qui fait que le thème de chaque émission, nos thèmes que nous exploitons, peuvent être utilisés, exploités pour une émission tout entière. Mais
puisqu'il n'y a pas assez de temps, il est devenu un peu rare. C'est comme ça que nous sommes en train de condenser tout cela dans une émission. Alors, nous allons partir du côté de l'Union africaine. La fois passée, sur ces plateaux, vous nous avez dit que vous allez parler de cette question au moment venu, parce que vous êtes en train de préparer quelque chose, vous, au niveau de votre Institut des Relations Internationales. Mais nous avons vu le chef de l'État en train de préparer son mandat pour l'an 2021 au niveau, puisqu'il va assumer la présidence de l'Union africaine. Il a déjà nommé son cabinet, les gens qui vont travailler avec lui. Et vous, du côté de l'IRIS, comment avez-vous perçu cela? Étant internationaliste surtout. Oui, c'est comme je vous l'avais dit l'autre fois. Je vous avais dit que la présidence RD congolaise de l'Union africaine, c'est vraiment une très bonne chose pour notre pays. Pourquoi? Parce que ça va permettre de favoriser le rayonnement de notre propre diplomatie. C'est-à-dire que pendant cette présidence, la diplomatie congolaise aura la charge de pouvoir gérer la plupart des problèmes du continent. Donc ces problèmes-là seront gérés ici et c'est tout à fait indiqué pour le chef de l'État de pouvoir s'accompagner de grandes intelligences capables de pouvoir l'aider à gérer ces différents problèmes du continent. J'ai été heureux de voir la composition de ce panel constitué des grandes personnalités de notre pays, notamment le professeur Toumba, le professeur Ndayouel, le professeur Moukoko et tant d'autres qui font partie de ce panel. Je crois que c'est une équipe très forte qui va produire du bon travail, surtout que le président va amorcer son mandat dans un contexte particulièrement très difficile avec des conflits post-électoraux qui se déclarent un peu partout sur le continent, notamment vous avez la Guinée, vous avez la Côte d'Ivoire, et il y a plusieurs élections qui vont se dérouler l'année prochaine sur le continent. Et vous savez que des questions électorales sont des questions ultra sensibles chez nous ici en Afrique. Donc ça demande une grande sagesse et je loue la sagesse du président de s'être entouré de ces têtes pensantes qui vont vraiment l'aider à assumer sa mission. Pendant mon parcours à moi, mais il y a aussi de mes amis au niveau de l'université, pendant que nous étions en train d'étudier les relations internationales, permettez-moi, dans les 7 noms, si je m'abuse, 7 noms qui ont été nommés par le chef de l'État, il y a 3 grandes figures. Il y a le professeur Toumba Luaba, il y a le professeur Isidore Ndayouel et le professeur Moukoko Samba. Mais les 3 grandes figures connues déjà, on constate que Toumba Luaba, il est professeur en droit. Vous prenez Moukoko Samba, un économicien, mais qui est beaucoup plus dans le statistique. Et Isidore Ndayouel, un historien. Alors, les internationalistes pensent que cette fonction devrait nécessairement préoccuper d'abord les internationalistes. Vous, dans vos recherches, vous trouvez comment cette composition? Est-ce que le chef de l'État, en étant entouré à ces hommes-là, il y a possibilité de gérer les problèmes en Afrique, ou alors il y a des sous-commissions où les internationalistes, et par exemple vous, pouvez être casés et travailler pour aider le chef? Oui, je crois que moi aussi j'avais regretté l'absence d'internationalistes dans ce panel, bien que le professeur Toumba est spécialiste des questions des droits internationaux, des droits publics internationaux, bien que aussi le professeur Ndayouel est un historien reconnu et que pour mieux gérer des questions de relations internationales, il faut aussi avoir une connaissance précise de l'histoire
Et aussi, vous avez le professeur Mokoko, vous l'avez cité, qui est un économiste. Vous savez qu'au moment où le président amorce son mandat à la tête de l'Union africaine s'apprête à implémenter l'accord de libre-échange sur le continent. Donc, pour pouvoir gérer une telle question, ça demande la présence d'un économiste aux côtés du président de la République. Je crois que peut-être cela sera corrigé, peut-être parce que c'est juste un panel, c'est juste un panel, et le chef de l'État a toujours la possibilité de pouvoir ajouter pour certaines, parce qu'il y a des thématiques différentes, pour certaines thématiques, on pourra, je crois, que le chef de l'État pourra faire appel à des internationalistes qui pourront l'aider à pouvoir traiter certaines questions liées aux relations internationales sur le continent. Je crois que c'est peut-être une faiblesse qui sera corrigée. Merci beaucoup. On ne veut pas entrer en profondeur sur cette question parce que la fois passée, vous l'avez déjà dit. Exact. Quelque chose qui va permettre au chef peut-être ne pas être le président de tous les autres présidents. Et il sera seulement là pour essayer d'équilibrer le problème au niveau de l'Afrique. Mais il y a une question qui me revient en tête. La RDC fait partie de plusieurs organisations internationales. Voilà, surtout au niveau de notre sous-région africaine. Alors, est-ce que ça profite quand même à la RDC d'être membre, alors que apparemment, les communs des mortels ou bien quelqu'un d'autre peut voir que comme si la RDC ne profite en rien de sa participation à toutes ces organisations sous-régionales. Oui, je crois que c'est l'illusion que beaucoup de gens qui ne comprennent pas les questions internationales ont. Quand on va dans une organisation internationale, on y va pour des objectifs bien déterminés. Il y a des États qui adhèrent à des organisations internationales pour contrôler les organisations internationales. Il y a des États qui adhèrent à des organisations internationales pour se faire aider par ces organisations. Parce que n'oubliez pas, les organisations internationales sont en quelque sorte des lieux de reconfiguration de la puissance des États. Il y a des États aussi qui adhèrent à des organisations internationales juste pour favoriser un fonctionnement efficace de ces organisations. Peut-être que leur absence ne permettrait pas à cette organisation de pouvoir fonctionner efficacement. Imaginez-vous, si par exemple la RDC n'appartient pas à la CIRGL, croyez-vous que la CIRGL pourrait mieux fonctionner? D'autant plus que la RDC a des frontières avec presque tous les pays, tous les États membres de la CIRGL. Vous comprenez? Et j'ai toujours aussi dit qu'il est utile de pouvoir adhérer à des organisations internationales, surtout des organisations internationales sous-régionales. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux où des décisions se prennent au niveau sous-régional. Et il faut toujours être là où on décide, de peur que l'on vienne décider contre vous. Vous comprenez? Donc, comme ces organisations sous-régionales prennent des décisions, votre absence ferait qu'ils pourront prendre une décision contre vous parce que vous n'avez pas été capable d'être présent et de pouvoir défendre votre propre position. Vous comprenez? Donc, adhérer à des organisations internationales, surtout sous-régionales, est d'une importance capitale. Alors, nous allons quitter la politique internationale, parler de la politique nationale. Et s'il y aura le temps, peut-être on va frauduleusement parler des assises des Brazzaville. Alors, je voulais d'abord que nous puissions parler des consultations. Le chef de l'État l'avait annoncé le 23 octobre. Ici, nous avons tous suivi cela. Vous n'êtes pas politique, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur. Les consultations ont bel et bien commencé depuis lundi 2 novembre. Ça évolue.
nous avons vu plusieurs figures politiques être reçues par le chef de l'État, mais aussi des institutions d'appui à la démocratie étaient bel et bien reçues. Quelle est votre lecture? Est-ce que le chef de l'État est sur la bonne voie ou alors le chef de l'État est en train de prendre une voie risquante? Bon, j'ai suivi attentivement le discours du président de la République du 23 octobre. J'ai noté que c'était le discours d'un homme qui avait le souci de voir ce pays décoller. Il avait le souci de voir les choses marcher convenablement. Il a présenté la situation politique. Tous, en l'écoutant, nous avons compris que la situation politique était totalement bloquée. Et devant un tel tableau, il est de sa responsabilité à lui, comme la personne qui représente la nation, symbole de l'unité nationale, garant du bon fonctionnement du pouvoir public et des institutions publiques, de pouvoir prendre des mesures qu'il juge utiles afin que les institutions continuent à fonctionner régulièrement et convenablement. Parce que c'est lui qui est à la tête du pays. C'est comme un machiniste qui conduit le train et qui vous dit que non, en tout cas, je sens que le train n'est pas en état. Donc, s'opposer à sa perception, c'est peut-être un pari fou, parce que vous n'êtes pas à sa place. Donc il faut peut-être être à sa place pour pouvoir avoir une perception autre que la sienne. Donc, en prenant la décision de pouvoir consulter les différentes couches de notre population, de notre société, j'ai trouvé que c'était une voie royale qui lui permettrait peut-être de pouvoir connaître l'opinion publique nationale et en fonction de cette opinion publique nationale prendre des décisions qui n'iront pas à l'encontre de la volonté populaire. Ça lui permettra de prendre des décisions qui seront en phase avec la volonté populaire. Pourquoi? Parce qu'il aura écouté toutes les couches de notre population. Et en appliquant peut-être ces décisions, je crois que le pays pourrait connaître le bout du tunnel. Donc, en bref, j'ai apprécié son discours et j'apprécie aussi, je soutiens aussi les consultations qu'il est en train de mener, parce que ça fait partie de ses propres responsabilités. Donc, s'il n'avait pas agi, il aurait été défaillant. Alors, comment jugez-vous le comportement des leaders politiques au niveau de Moïse Katumbi Chapwe, au niveau de Jean-Pierre Bemba Gombo, le plus grand leader qui faisait vraiment le poids de l'Amouka, et ces gens être reçus par le chef de l'État? Jusqu'aujourd'hui, il y a Martin Fayoulou. Les gens de décider ou pensent qu'ils n'ont pas encore reçu l'invitation. Ou alors, il faudrait qu'il attende l'invitation. Il peut demander l'invitation. Mais d'abord, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi au niveau du palais de la Nation rencontrer Félix Tshisekedi. Pour vous, comment vous avez trouvé cela? C'est un pas vers la solution, ou alors il est en train de chercher à asseoir sa politique pour travailler 2023? Non, je ne crois pas que c'est cela l'intention du président de la République. Bon, peut-être s'il y a des intentions cachées. Mais moi, j'ai cru comprendre, j'ai pu comprendre moi, que c'est un homme animé d'un sens de responsabilité, qui a voulu associer l'ensemble de notre société à la recherche des solutions pour pouvoir faire décoller le pays. Et son appel
a été entendu de tous ceux qui sont animés d'un souci de voir ces pays évoluer et d'un souci de voir notre population ou notre peuple connaître le bonheur. Bon, pour ceux qui ne souscrivent pas à cette idée, ils ont peut-être leur raison, je ne les en veux pas, mais je crois qu'ils se placent du mauvais côté de l'histoire. Donc, je ne pense pas qu'ils prennent la bonne décision. Même dans les guerres les plus atroces, on a toujours dialogué. On a toujours écouté l'autre. Parce qu'au finish, on ne cherche pas l'intérêt individuel, mais on cherche l'intérêt collectif. On cherche l'intérêt général. Donc on ne peut pas se mettre en marge d'une action qui vise l'intérêt général et continuer à claironner qu'on recherche l'intérêt général. Donc c'est une démarche anachronique. Mais d'après nos câbles, vous n'êtes pas appelé à répondre à ça, mais d'après nos câbles, semble-t-il que, vu la reconfiguration actuelle, Fayoulou a trouvé ça un peu drôle de se présenter devant Félix ici. C'est comme ça qu'il a profité d'aller à Brazzaville lors des assises et ils se sont déjà parlé à partir de là. Et ici, ce n'est qu'une image qu'on est en train de faire voir aux gens que voilà, peut-être Fayoulou viendra pas, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais d'après le câble, d'après des sources, on nous a fait entendre qu'il y a eu rencontre avec Fatih au niveau de Brazzaville avant que le président quitte Brazzaville. Et que lui reste et rencontrer Sassou. Je n'ai pas cette information. Je sais que le président était à Brazzaville et puis il est revenu. Et je sais qu'après, c'est après son retour que Martin Fayoulou est allé à Brazzaville, d'après mes propres informations. À moins que le président s'y soit encore rendu la nuit, à l'insu de tout le monde, pour rencontrer Martin Fayoulou. Mais je crois que le président est rentré ici et c'est après son retour ici que Martin Fayoulou est allé à Brazzaville. Donc je me réserve sur les informations que vous avez. Alors on va citer par là les assises de Brazzaville. Vous avez un mot à passer. Il y a des gens qui continuent à croire, à penser que les chefs de l'État, il y a des voyages de trop, il y a des choses qui peuvent aussi envoyer quelqu'un, mais lui se déplace pour aller aux assises de Brazzaville, alors qu'il trouve ça que c'était un problème qui n'est lié que les Congo-Brazza avec la France ou l'Europe. Ça ne concernait pas du tout l'Afrique entière, mais curieusement le chef de l'État a fait un déplacement, surtout pendant cette période de coronavirus. Nous allons clôturer par là. Vous trouvez cela aussi mauvais ou bon? Il faut préciser les choses et les placer vraiment dans leur contexte. À Brazzaville, c'était un sommet où on célébrait le 80e anniversaire de la déclaration, de la proclamation de la France libre. C'était un événement très important qui rappelait des souvenirs atroces, c'est-à-dire l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, et Général de Gaulle qui a lancé l'idée d'une France libre à partir de Brazzaville, qui était une colonie française. Et cette célébration offrait une tribune pour pouvoir, au chef de l'État, de pouvoir lancer un message à ceux qui étaient là, et au-delà de ceux qui étaient là, à la communauté internationale tout entière, sur les menaces que nous connaissons à l'est du pays, c'est-à-dire l'insécurité que nous connaissons dans la région de Béni et de l'Ituri, et ainsi de suite. Donc il a profité de cette tribune pour pouvoir en appeler à la solidarité internationale, afin de pouvoir permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir mettre un terme à ces tueries à l'Est. Je ne crois pas que c'est une mauvaise chose de pouvoir profiter d'une tribune et de lancer un tel message, si cela profite au progrès interne ici dans notre pays.
et si cela favorise ou fait la promotion de nos intérêts nationaux. Monsieur Jean-Benoît, comme nous sommes arrivés à la fin, je ne sais pas s'il y a un mot à placer ou sinon je vous dis merci d'accepter notre invitation. Oui, le seul mot que je peux placer en fin de cette émission, c'est de pouvoir, encore une fois de plus, lancer un appel à tous les fils et toutes les filles du Congo, de pouvoir avoir une bonne pensée pour ce pays et pour ce peuple, et de mettre de côté les divergences politiques, au moins une fois, de pouvoir chercher à avancer comme un seul homme, afin de pouvoir faire face aux multiples difficultés que ce pays rencontre. Qu'au moins une fois, que les pesanteurs politiques ne puissent plus empêcher ce pays de pouvoir décoller. Merci. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce énième numéro. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 8 novembre 2020. Il nous reste quelques jours pour terminer cette année. Et nous sommes là, nous avons commencé l'année, nous sommes en train de vous servir. Et sur ce, je profite de l'occasion pour souhaiter bon dimanche au couple Mbimba, qui se trouve actuellement au niveau des Flat Hotel Galilée vers Matadi Kibala. Je vous salue papa et maman et jeune Mbimba, vous êtes là en train de suivre. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs, ne quittez surtout pas votre chaîne. Il y a du côté de la régie, Jean Mbadou Konde est là pour vous servir. Il y a un très bon film prévu pour vous. Il ne faut pas quitter, je vous dis au revoir pour qu'on se retrouve prochainement. N'oubliez pas, jeudi à partir de 13h la rediffusion et sur YouTube, Forum International où Jean-Serge Mwanda, vous allez suivre l'émission en intégralité. Au revoir. Chers compatriotes, le monde dans lequel nous vivons est atteint du Covid-19, une maladie réelle et sérieusement mortelle. Pour lutter contre cette pandémie, protégeons-nous en observant les mesures d'hygiène éditées par l'OMS. Se laver correctement et fréquemment les mains avec du savon ou un désinfectant. Éviter de serrer la main ou de faire la bise pour se saluer. Tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir qui sera jeté immédiatement dans la poubelle. Évitez de se toucher le visage, les nez, les yeux et la bouche. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les gens présentant les symptômes. Enfin, gardons une attitude de prière pour que Dieu nous vienne en aide face à ces fléaux mortels. Que Dieu protège l'humanité tout entière. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie.